La Terre. Seule planète du système solaire où la vie est présente. Elle est peuplée par d'innombrables organismes vivants. Toutes les espèces qui nous entourent, quelles qu'elles soient, représentent la biodiversité. Mais la biodiversité, c'est aussi la diversité des êtres vivants au sein d'une même espèce et l'ensemble des écosystèmes où elles vivent. Les scientifiques estiment qu'aujourd'hui, près de 10 millions d'espèces végétales et animales existent sur la planète, bien que seulement 10% d'entre elles aient été découvertes et décrites. Cette biodiversité unique est désormais menacée par l'espèce humaine. Depuis notre apparition sur la Terre, il y a environ 300 000 ans, nous nous sommes développés à une vitesse exponentielle. Notre espèce est maintenant présente partout autour du globe. Notre évolution et notre croissance démographique sans précédent exercent des pressions sur la biodiversité. Les activités humaines, appelées activités anthropiques, sont responsables de la 6e extinction de masse qui se profile. L'humain détruit les écosystèmes, pollue les habitats et les êtres vivants et dérègle leur mode de vie. En détruisant la biodiversité, c'est sa propre survie que l'espèce humaine met en danger. Aujourd'hui, il n'existe plus un seul endroit sur Terre épargné par l'impact de l'espèce humaine. Dans les profondeurs de l'Amazonie, aux confins de l'Antarctique ou dans les déserts sibériens, on retrouve des traces de la pollution humaine. Lorsque l'on parle de biodiversité, on en parle comme si on n'en faisait pas partie, comme si l'être humain ne faisait pas partie de la biodiversité, comme si ça ne nous concernait pas. Pourtant, nous sommes des êtres vivants, nous vivons dans les mêmes milieux qu'eux. La disparition de la biodiversité nous impacte aussi. La destruction et la fragmentation des habitats naturels sont les premiers impacts que l'humain a sur la nature. On détruit des forêts où vivent des animaux pour les urbaniser ou pour exploiter des ressources. Ces activités vont avoir à leur tour un impact à long terme sur la biodiversité. En construisant des routes, on fragmente les habitats, ce qui empêche les animaux de se déplacer. En étendant les zones d'agriculture intensive, on réduit et pollue les milieux naturels. La destruction puis l'artificialisation des milieux naturels sont les premières causes de disparition de la biodiversité. Avant de pouvoir déterminer l'impact de la destruction et de la segmentation des habitats naturels, ou encore toute autre activité anthropique, il faut connaître comment les espèces interagissent dans leur milieu, avec le milieu ou avec les autres espèces. Une fois fait, on pourra donc déterminer l'impact que ces activités ont sur leur mode de vie. Pour ce faire, ici, nous allons donc étudier un petit mammifère qui est fortement impacté par la destruction et la segmentation de son habitat naturel. Ce sont les chauves-souris. Nous allons nous concentrer sur les chauves-souris en Île-de-France. C'est pour ça que je me trouve actuellement dans la forêt de Fontainebleau, la zone forestière la plus grande d'Île-de-France. Les chauves-souris sont des mammifères appartenant au groupe des chiroptères, qui signifie littéralement « main-aile ». En Île-de-France, il y a une vingtaine d'espèces, toutes insectivores et menacées par la destruction et la segmentation de leur habitat naturel. Je suis allé à la rencontre de chiroptérologues pour qu'ils nous en apprennent plus. Une chauve-souris, elle a un rythme biologique assez particulier sur l'année. Étant donné qu'elle est insectivore, l'hiver, le froid fait qu'on n'a plus de ressources alimentaires disponibles. Il y a deux solutions à ça. Si j'ai plus à manger, soit je me déplace et je vais chercher à manger ailleurs. C'est ce que font par exemple certains oiseaux comme les hirondelles qui sont insectivores aussi, vont partir dans le sud de l'Europe ou jusqu'en Afrique pour aller chercher de la ressource alimentaire. Ou alors, on fait des réserves et puis on va se mettre en léthargie pour éviter de consommer tout l'hiver. Donc ce rythme, ce cycle biologique annuel qui est un peu particulier, elle va les obliger à l'hiver avoir des gîtes qui correspondent
à cette mise en léthargie, ce phénomène, ce qu'on appelle le phénomène de torpeur. Elles vont ralentir leur rythme cardiaque, elles vont ralentir leur respiration, elles vont mettre leur température corporelle à la température du gîte dans lequel elles se trouvent. Tout ça pour consommer le minimum d'énergie possible, parce que cette énergie, elles ne peuvent pas le retrouver en allant chasser à cette période-là. Donc elles vont chercher des gîtes avec une température plutôt fraîche, une hygrométrie assez élevée, et puis dans l'obscurité et assez calme à l'abri du dérangement et des prédateurs. Par exemple, le grand rhinof et le murin de Daubenton, qui ont une sensibilité élevée aux variations climatiques, vont préférer les cavités naturelles souterraines, qui ont une température constante et un taux d'humidité élevé. D'autres espèces, comme la noctule commune, qui sont moins impactées par les variations climatiques, vont préférer se mettre dans le creux des grands arbres, où elles seront toujours à l'abri des intempéries. Pour finir, certaines espèces comme la sérotine commune ou la pipistrelle commune vont préférer les souterrains artificiels, comme les caves ou les tunnels abandonnés, qui reproduisent les conditions des cavités naturelles qui sont difficiles à trouver en zone urbaine. L'été, au contraire, où on va avoir la gestation et la mise bas, l'élevage des jeunes, les femelles vont plutôt chercher des gîtes avec une température un peu élevée, toujours une hygrométrie importante, mais ça ne va pas être les mêmes gîtes que les gîtes d'hiver. Et du coup, pour se rendre d'un gîte à l'autre, des fois il y a quelques kilomètres, des fois il y a plusieurs dizaines de kilomètres, même pour des petites espèces. Et là, quand on vient fragmenter leur habitat, quand on vient couper leur route de vol, elles ne peuvent plus rejoindre ces gîtes. Les territoires de chasse, la ressource alimentaire, elle n'est pas forcément à proximité immédiate du gîte. Elle peut être à plusieurs centaines de mètres, à plusieurs kilomètres, à plusieurs dizaines de kilomètres. En plus de ça, dans une colonie de chauves-souris, on va avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'individus. Et donc, ils vont se répartir sur le territoire pour tous avoir accès à une ressource alimentaire qui leur convient. Et pour ça, c'est énormément de déplacements. Donc chaque individu va faire plusieurs kilomètres, quoi qu'il en soit, de vol, mais souvent plusieurs kilomètres ou plusieurs dizaines de kilomètres pour aller rejoindre une place de chasse où la ressource alimentaire est disponible. Les chauves-souris sont particulièrement impactées par la segmentation de leur habitat en raison de leur technique de déplacement. Pour voler et chasser la nuit, les chauves-souris utilisent l'écholocation. Elles produisent des ultrasons qui se déplacent dans l'air et rebondissent sur les obstacles et reviennent vers la chauve-souris. La durée et la façon dont le son change en ayant rebondi donne des informations sur son environnement, ce qui lui permet de connaître les distances, la taille ou encore la texture de l'obstacle. Donc si l'on coupe des arbres qui sont sur leur route de vol, elles ne pourront plus se repérer et donc rejoindre leur gîte ou leur zone de chasse. Comment ça les affecte réellement, la lumière ? Ça leur fait peur, ça... Alors, d'un point de vue biologique. Ouais. Il y a une légende qui veut dire que les chauves-souris sont aveugles de leurs yeux. Les chauves-souris voient en fait très bien. Elles ont des bâtonnets dans le fond de l'œil qui font qu'elles captent très bien la lumière. Okay. Donc elles ont même plutôt une bonne vue dans une pénombre. Mais bon, au bout d'un moment, quand il fait noir, il fait noir. Et quand on doit chasser des insectes qui font la taille d'une tête d'épingle, elles ont développé un autre sens, l'écolocalisation. Le choix de vivre dans l'obscurité, il vient de deux choses. Il vient premièrement d'un partage de la ressource alimentaire. De jour, tu as des insectes, mais tu as aussi tout un tas de prédateurs, notamment sur la vie faune, les oiseaux. De nuit, tu as toujours des insectes, on en a même beaucoup, et beaucoup moins de personnes pour les manger. Du coup, les chauves-souris ont pris cette place-là dans les écosystèmes et gèrent cette concurrence alimentaire en ayant pris le parti de vivre de nuit. Et puis le fait de vivre de nuit aussi, c'est se mettre à l'abri des prédateurs. Parce que du coup, elles sont plus en vision directe, notamment des rapaces nocturnes, qui vont être plutôt les rapaces diurnes pourraient les voir. Les rapaces nocturnes, c'est quand même compliqué pour eux, même s'ils font partie des prédateurs des chauves-souris. Une fois que la chauve-souris est en vol, c'est assez compliqué. Donc elles ont fait ce choix de vivre la nuit, et elles sont donc devenues lucifuges, elles fuient la lumière.
Ce qui n'est pas complètement vrai pour toutes les espèces. Suivant les proies qu'elles vont chasser, les espèces ont des types de vols et des morphologies différentes. Des espèces qui vont venir glaner sur les feuilles des arbres avec un vol assez lent vont avoir des ailes plus courtes mais plus larges, un peu pour un vol papillonnant, si on prend l'exemple d'un papillon, alors que des espèces qui vont chasser en vol en poursuite vont avoir des ailes plus longues et plus fines. On les appelle des poursuiteuses et elles vont avoir un vol rapide, un peu plus comme des hirondelles ou des martinets. Et justement, ces espèces au vol rapide, elles sont moins sujettes à la prédation de par leur vol rapide, et c'est les espèces qu'on va retrouver le plus communément dans des milieux où il y a de la lumière, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit artificielle. Et puis d'autres espèces qui ont des vols plus lents, des vols plus papillonnants, pas mal d'espèces de murins, les oreillards, les rhinolophes, eux vont attendre l'obscurité et vont choisir de préférence pour se déplacer des corridors les plus sombres possibles parce qu'ils sont plus sujets à la prédation. Du choix qu'elles ont pris de vivre la nuit, elles ont évité la lumière, mais elles n'ont pas un rejet de la lumière. On pourrait se mettre dans la tête d'une chauve-souris pour correctement répondre à cette question-là, mais c'est probablement plus une crainte de la lumière du fait d'être en visibilité. Et il y a quelque chose qu'on n'arrive d'ailleurs pas encore complètement à expliquer, c'est l'impact de la pleine lune, par exemple, sur les chauves-souris. On voit, on perçoit, en tant que chiroptérologue sur le terrain, des modifications comportementales les soirs de pleine lune, notamment quand on les étudie. On va éviter de travailler des soirs où la lune est très forte parce que finalement elle éclaire énormément et on se retrouve avec un éclairement qui fait que certaines espèces vont être gênées par cette lumière-là. Il n'y a rien de très scientifique encore là-dessus, c'est pas encore complètement démontré, c'est plus du ressenti. Effectivement, c'est, je ne sais plus en luxe combien donne la pleine lune, mais ça équivaut à ce qu'on pourrait éclairer nous, quoi. En Île-de-France, on se retrouve avec beaucoup de ces problèmes, beaucoup de pollution lumineuse, beaucoup de destruction des habitats, il n'y a plus beaucoup de grands milieux naturels. Et comment les espèces sont menacées? Est-ce qu'il y a beaucoup de disparition des espèces? Est-ce qu'on en retrouve ou pas? Les causes de disparition des populations de chauves-souris aujourd'hui, elles sont multiples. Il y a quelques dizaines d'années, on s'est mis à utiliser des produits chimiques dans l'agriculture de manière assez intensive, ce qui a eu deux effets. Le premier, c'est de réduire fortement la ressource alimentaire des insectivores en tuant les insectes. Et la deuxième chose, c'est que ça a empoisonné aussi les milieux et les insectes restants, et les chauves-souris étant des prédateurs. À chaque fois qu'elles mangent des chauves-souris qui contiennent des insecticides, elles stockent, et ça a évidemment eu une influence sur leur espérance de vie et leur capacité reproductive. Donc ça fait énormément de dégâts et ça continue de faire du dégât. Après, je dirais que la deuxième plus grande cause de disparition des chauves-souris, c'est justement cette fragmentation des habitats, cette transformation de l'habitat, que ce soit par l'urbanisation ou et avec l'urbanisation vient la lumière, vient le fait de couper ces corridors écologiques. La rénovation du bâti, beaucoup de chauves-souris chez nous utilisent les anciens châteaux, les granges, les comtes d'église, ce genre de choses. Et tout ce qui est rénovation du bâti va limiter le nombre de gîtes disponibles. Et pareil sur la façon dont on gère nos arbres, et notamment nos arbres de gros diamètre à cavité, qui sont des refuges importants pour beaucoup d'espèces de chauves-souris. Ça va aussi là venir diminuer en gîte. On a l'éolien aujourd'hui qui est une nouvelle problématique depuis 2 décennies maintenant, où on va avoir des impacts de chauves-souris sur les pales. Savoir qu'une pale d'éolienne, ça va très très vite, ça va à plusieurs centaines de kilomètres en bout de pale. Et puis ça crée aussi un phénomène de compression d'air qui va faire ce qu'on appelle le barotraumatisme chez les chauves-souris. En fait, les chauves-souris implosent à l'approche de l'arrière d'une éolienne. Voilà. Donc ça, ce sont des impacts sur certaines espèces de haut vol notamment, qui commencent à être fortement mesurés et qui jouent dans cette disparition progressive des espèces qu'on a. Et est-ce qu'il y a déjà eu des recensements avec des disparitions d'espèces en Île-de-France, ou une apparition même, une espèce qui a migré Alors, on va pas parler d'apparition, mais si on prend le cas de la pipistrelle de Cules, par exemple, qui est une espèce plutôt du sud, en Île-de-France, on avait plutôt la pipistrelle commune majoritairement, c'est toujours le cas, mais on voit arriver de plus en plus fortement de populations de pipistrelle de Cules qui remontent petit à petit au niveau national et donc qui arrivent fortement en Île-de-France. Alors elle était déjà présente,
mais elle l'est de plus en plus. En fait, on la capte de plus en plus. Le réchauffement climatique, évidemment, qu'il joue et qu'il a un impact sur des espèces de chauves-souris comme sur le reste. Alors des impacts positifs, négatifs, on peut en discuter, mais c'est une transformation des habitats en fait, avec un gradient de température qui augmente sur les saisons hivernales et estivales et qui vont favoriser aussi au niveau ressources alimentaires, parce que si les chauves-souris montent, c'est aussi que les insectes se déplacent aussi, mais qui vont favoriser certaines espèces et défavoriser certaines espèces. Un phénomène qu'on peut rencontrer avec le réchauffement climatique, c'est le fait que certaines cavités, notamment de grottes, se réchauffent et ne permettent plus l'hibernation des chauves-souris. D'accord. Alors que la ressource alimentaire, elle, n'est pas forcément présente. Ça ne s'est pas suffisamment réchauffé pour qu'on ait des insectes toute l'année. Donc finalement, elles perdent leur gîte, où elles vont pouvoir économiser de l'énergie, et pour autant, elles ne pourront pas récupérer cette énergie parce que les insectes ne seront pas présents. Voilà. Donc ça va poser un gros problème, parce que du coup, pour elles, ça va être de la fatigue à gérer ça durant l'hiver, parce qu'il y a certains moments, alors évidemment, c'est pas noir ou blanc, c'est qu'il y a des moments où il va faire froid, il y a des moments où ça va être plus doux, du coup la température va bouger, elles vont être obligées de se réveiller, et ces réveils-là, elles vont pas pouvoir les compenser en énergie par de la chasse active. Et donc ça va être un épuisement petit à petit dans l'hiver, qui peut amener à de la mortalité ou à une moins bonne reproduction au printemps suivant. Comment vous faites pour les étudier sur le terrain? Soit on va en forêt par exemple, et on va avoir un détecteur d'ultrasons, on va pouvoir entendre en direct les chauves-souris et faire certaines analyses. Ou alors on va pouvoir aller positionner des boîtiers sur des zones qu'on souhaite étudier, et à chaque fois qu'une chauve-souris passe, ce boîtier va enregistrer l'ultrason, et on va pouvoir récupérer ce boîtier et analyser tous les cris de chauve-souris qui sont dessus. Après, on va aussi beaucoup étudier les chauves-souris dans tout ce qui est bâti, en visitant les bâtis ou les ouvrages d'art, que ce soit des châteaux, des églises, des maisons, des immeubles, des ouvrages d'art, des ponts, ce genre de choses, des carrières souterraines, des grottes. On va aller à la recherche de gîtes, voilà. Et ça c'est assez simple, souvent avec une lampe de poche, on va aller regarder s'il y a des chauves-souris. Et puis après, il y a des moyens beaucoup plus techniques, on va dire, qui demandent des autorisations particulières et qui sont aussi plus intrusifs pour les chauves-souris, mais qui nous permettent d'apprendre d'autres choses. On va pouvoir capturer des individus de chauves-souris, par exemple, pour les équiper d'émetteurs ou de GPS. Sur les grandes espèces, on va pouvoir poser un GPS sur le dos. Ici, on installe des filets du coup pour capturer des chauves-souris pendant leur activité de chasse ou leur activité de déplacement le long des chemins. Et le but, c'est d'attraper les espèces vivantes dans le bâti à cette saison où les femelles sont ensemble pour trouver des colonies de mise-bas. Et puis après, pouvoir les protéger du coup. Le muséum mène un programme de sciences participatives qui s'appelle Vigikiro, au sein des programmes de Viginature. Donc sciences participatives veut dire que tout le monde peut y participer, enfin un petit peu de matériel, parce que c'est justement là qu'on va venir poser des enregistreurs, enregistrer les chauves-souris selon un protocole défini, qui n'est pas très compliqué. Mais l'avantage de pouvoir l'ouvrir à tous, c'est que ça se passe sur tout le territoire français, et il y a des milliers de nuits d'enregistrements comme ça qui sont réalisés. Et là aussi, sur des pas de temps assez longs, on va pouvoir avoir des tendances, des estimations de tendances de population, espèce par espèce. Énormément de méthodes de travail. Les plus utilisées aujourd'hui sont quand même l'acoustique et le travail sur les gîtes. Non, il y a le temps. Il ne faut pas nécessairement être un scientifique pour protéger les chauves-souris ou la biodiversité dans son ensemble. Pour commencer, nous pouvons rendre les milieux naturels qui nous entourent plus accueillants. Comme les jardins, nous pouvons limiter la pollution lumineuse en évitant de les éclairer toute la nuit. Nous pouvons aussi laisser des zones sauvages sans tondre entièrement. Et pourquoi pas y installer une mare pour avoir de la reproduction d'insectes et peut-être même d'amphibiens.
Il est aussi possible de participer à des programmes de sciences participatives pour aider les scientifiques. La destruction des habitats naturels engendre des conséquences à long terme qui impactent tous les êtres vivants. Il en vient ensuite l'artificialisation, qui peut mener à de nombreux problèmes tels que la pollution chimique, la pollution lumineuse ou encore des accidents. Tout ce que l'on a vu sur les chauves-souris est applicable à d'autres espèces. Par exemple, les insectes sont fortement impactés par la pollution lumineuse et vont mourir sur les lampadaires. Les oiseaux voient leur horloge biologique complètement déréglée. Les petits mammifères, les insectes et les oiseaux qui vivent dans les champs sont complètement intoxiqués aux polluants. Les animaux marins sont intoxiqués au plastique. Et l'humain est loin d'être épargné par tout ça. De nos jours, nous sommes complètement focalisés sur le dérèglement climatique. On nous dit de limiter notre pollution, mais cela reste difficile de réaliser notre impact, qu'il soit positif ou négatif. La perte de la biodiversité est quelque chose de visible. Nous pouvons agir concrètement. En protégeant la biodiversité, on favorise le bon développement des écosystèmes et le bon fonctionnement des services écosystémiques, qui peuvent jouer à leur tour un rôle positif contre le dérèglement climatique.